Après l'édition Obama, Joe Biden convie à son tour les dirigeants africains à la Maison-Blanche pour évoquer un partenariat direct Afrique-USA. Félix Tshisekedi séjourne déjà à Washington et compte certainement capitaliser ce rendez-vous pour dénoncer et réclamer justice pour la RDC actuellement agressée par le Rwanda. Les groupes armés continuent de s'aimer terreur et désolation dans la province de l'Ituri. Ce dimanche encore, lors d'un affrontement entre deux d'entre eux, 18 civils ont perdu la vie. Kinshasa est appelé à intervenir avec plus d'éléments FARDC pour assurer la sécurité dans la zone. Nous parlerons également d'un sujet de société, le calvaire vécu à Ndjili par les habitants du quartier 8 et 9, exposés à une odeur nauséabonde au quotidien. Il s'agit des immondices vidés expressément dans les parages pour limiter les érosions. Un dossier à suivre absolument dans ce journal. Dans notre page internationale, nous aborderons la libération en masse des opposants au Tchad. 139 prisonniers qui avaient manifesté sur N'Djamena il y a quelques semaines ont été relâchés. Ils disaient non à la prolongation de la transition. Mesdames et messieurs, bonjour. Des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et ceux de l'Ouganda se sont affrontés dimanche avec les terroristes ADF à Karuruma, une entité située dans la chefferie de Bachou, sur l'axe Butembo-Kassindi, dans les territoires de Beni, au Nord Kivu. Nous sommes en ligne avec le porte-parole de l'armée dans le secteur opérationnel Sokola 1, le capitaine Anthony Mwalushai. Normalement, c'est le bilan des opérations dans la vallée des Moali. Nous sommes dans la chefferie des Bachou, où les FARDC, avec le soutien de l'armée ougandaise, ont bombardé la vallée des Moalika, quelques bastions des ADF détectés dans cette zone. Et aujourd'hui, nous comptons une vingtaine de terroristes ADF NTM neutralisés et aussi 5 capturés et 2 rendus. Donc, vous allez comprendre que parmi ces vingtaines des corps des terroristes ADF neutralisés, il figure un commandant que nous sommes en train d'identifier pour avoir son nom exact. Il doit être de la nationalité ougandaise. Oui, à la population, c'est d'abord avoir la confiance dans son armée et nous appuyer dans ce que nous faisons comme travail avec les informations sur l'ennemi. Vous êtes ignoré que c'est la population qui est dans la brousse en train de cultiver. Parfois, ils se rencontrent avec ces terroristes. C'est pourquoi, une fois en contact avec ces ennemis de la paix, il faut toujours alerter l'armée pour que nous intervenions à temps et aussi éviter des menaces d'ennemis et aussi des messages d'intoxication dans les réseaux sociaux. Parce que non seulement nous sommes dans une guerre classique, mais aussi une guerre asymétrique et médiatique. Donc l'ennemi utilise tous les moyens pour séduire la population et pour semer la terreur. Donc il faut avoir la confiance dans son armée et nous allons faire le plus possible pour vous donner la paix. Encore des civils tués dans la province de l'Ituri entre samedi et dimanche. 18 au total ont perdu la vie à la suite des accrochages entre deux milices, Codeco et Zaïre, en territoire de Djougou. La population appelle Kinshasa à renforcer la sécurité avec la présence des éléments des FARDC dans cette zone en proie à plusieurs groupes armés qui sèment terreur et désolation. 18 personnes sont mortes et de nombreuses autres blessées dans un accrochage entre les miliciens de la Codeco et ceux des Zaïre, samedi 10 et dimanche 11 décembre à Loga et Mbijo, territoire de Djougou en Ituri. Selon des sources de sécurité, ces assaillants ont également kidnappé cette personne à l'issue de ces altercations. Les mêmes sources ont enregistré des dégâts matériels importants à la suite de ces combats, dont les pillages et incendies des maisons et boutiques de cette contrée. À la base de ces accrochages, le meurtre du directeur d'une école de Loga par les présumés miliciens des Zaïre, ce qui a excité la colère des miliciens de la Codeco dont la victime était originaire.
En représailles, ces hommes armés ont barricadé les tronçons Katoto-Largou, 10 motards et leurs clients qui étaient des passages sur cet axe ont été abattus par ces groupes armés. 3 autres ont été blessés et l'un est mort de ses blessures. Un véhicule d'une ONG internationale a été également intercepté par ces miliciens, menaçant de mort les staffs avant de les dépouiller de leurs biens. Ils ont eu la vie sauve grâce à l'intervention des FARDC, mais leur véhicule a été endommagé. Des sources locales plaident pour le déploiement des militaires dans cette zone sous contrôle de ces milices. Félix Tshisekedi est arrivé ce lundi 12 décembre à Washington pour participer au sommet États-Unis-Afrique qui s'ouvre ce mercredi dans la capitale fédérale américaine. Ce sommet intervient dans un contexte particulier avec l'agression de la RDC par son voisin le Rwanda. Qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de ces assises? Récit de la rédaction. Après autant de sommets, Russie-Afrique, Chine-Afrique, France-Afrique, maintenant vient le tour du sommet USA-Afrique. Mais les pays africains n'obtiennent pas toujours gain au détriment des pays organisateurs. Et pourtant, les États-Unis et la RDC ont un partenariat privilégié, mais qui semble ne pas favoriser les Congolais. Comme ce fut le cas au dernier Conseil de sécurité des Nations Unies, où les USA a refusé la levée du régime de notification sur l'achat d'armes. Et pourtant, la Chine et la Russie ont voté en faveur de la RDC car ils estiment que le Congo doit être bien équipé en armement afin de bien défendre sa souveraineté. Et ces sommets qui réunissent plusieurs pays africains semblent être une passe en or pour Félix Tshisekedi de dire clairement à Joe Biden et aux dirigeants du monde de cesser tout soutien au Rwanda, auteur des massacres de plus de 10 millions de Congolais. Un génocide qui semble être oublié. Qui doit attendre alors la République démocratique du Congo à cette énième rencontre de haut niveau? Sera-t-elle copie conforme aux précédentes pendant que les peuples congolais se sont trahis par la même communauté internationale? Toutes ces questions restent pendantes. Entre-temps, des nouvelles de l'Assemblée nationale avec son rapporteur à l'ordre du jour pour la plénière d'aujourd'hui. Examen et adoption du projet de loi autorisant la prorogation de l'état des sièges. Examen et vote de la proposition de loi fixant des principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire. Examen et vote de proposition de loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en RDC. Nous reviendrons dessus avec plus de détails dans nos éditions de la soirée. Le vécu des Quinois habitant la frontière du quartier 8 et 9 dans la commune de Ndjili est menacé par un dépotoir d'immondices dont les odeurs nauséabondes empêchent la tranquillité et ouvrent la porte à plusieurs maladies aux habitants depuis plus de 2 ans maintenant. Benjamin Moudiata l'a constaté sur place. C'est l'une des communes les plus peuplées de la ville-province de Kinshasa. Aussi, l'une des mieux urbanisées, dit-on, mais la question de l'insalubrité échappe aux dirigeants de cette commune des plus belles lurettes. Il y a 2 ans que ces dépotoirs devient de plus en plus dangereux. L'idée du départ était de lutter contre une tête d'érosion, mais contre toute attente, c'est aujourd'hui une poubelle géante dont les mauvaises odeurs dérangent la tranquillité et ouvrent une porte à plusieurs maladies à la frontière du quartier 8 et quartier 9 dans la commune de Ndjili. Inquiète de continuer de vivre sous cette condition, les habitants d'ici coin de la capitale ne manque pas à se plaindre quand une occasion se présente. Monsieur Bonda Kilunda Boniface, habitant de ce coin depuis des décennies, s'est exprimé. Nous demandons au bourgmestre, le nouveau bourgmestre, de venir reprendre le travail à zéro. De la rivière Ndjili jusqu'à la route asphaltée qui va vers le Sekoma. Pour Jean Gouma, un autre habitant du coin, les nouveaux bourgmestres de la commune d'Ndjili devraient commencer son mandat par la résolution de ces problèmes. Ça fait plus longtemps que nous attendons pour que l'État puisse prendre les mesures. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a rien fait. Donc nous adressons au nouveau bourgmestre s'il y a moyen vraiment de venir et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever cette poubelle qui nous fait vraiment mal. C'est vraiment mal pour les habitants de cette commune. La sonnette d'alarme étant lancée aux autorités compétentes, la population de Ndjili attend impatiemment une réponse positive.
En dehors de nos frontières, au Tchad, 139 prisonniers viennent d'être libérés après les audiences tenues fin novembre et début décembre des manifestants du 20 octobre dernier contre la prolongation de la transition. Lors de leur arrivée ce dimanche en fin de journée à N'Djamena, capitale tchadienne, très peu de familles seulement étaient là pour les accueillir. Certains ont dû se débrouiller seuls pour rentrer chez eux. Récit de Etienne Tamboa. Plus de 139 personnes arrêtées lors d'une manifestation meurtrière au Tchad en octobre de l'année en cours viennent d'être libérées après 1 mois et demi de détention. 139 personnes ont été ramenées aujourd'hui à N'Djamena, dont 53 personnes qui ont été condamnées à déclarer non coupables, 80 personnes condamnées avec sursis. Donc l'administration a mis des moyens à la disposition de l'administration pénitentiaire. Des véhicules ont été mis à leur disposition. Aujourd'hui, les 139 personnes sont ramenées à N'Djamena. Ils sont munis de leur ordre de mise en liberté définitive en main. En clair, 80 d'entre elles ont été condamnées à des peines de prison avec sursis allant d'1 an à 2 ans. 59 autres manifestants ont été acquittés à l'issue d'un procès collectif réunissant 401 personnes. Ces manifestations illégales se sont déroulées le 20 octobre dernier pour marquer la date à laquelle le militaire, à la tête d'un gouvernement de transition depuis le coup d'État d'octobre 2021, avait promis de remettre le pouvoir aux civils. Or, la transition a été prolongée de 2 ans. Rappelons que le procès de ces manifestants s'était tenu à huis clos pendant 4 jours fin novembre, sans avocat et sans médias indépendants, dans la prison de Korotoro, à 600 km au nord-ouest d'N'Djamena, la capitale tchadienne, où les manifestants arrêtés avaient été transférés en masse. Mettre en lumière la cuisine congolaise afin de lutter contre la famine en République démocratique du Congo, c'est l'ambition de la 2e édition du festival Congo Food Week qui se tient au parking de Wilfit Gymnase au quartier GB à Kinshasa. Ce rendez-vous culinaire va privilégier l'aspect caritatif en renversant les bénéfices du festival pour le bien-être des enfants démunis et désœuvrés. Il s'agit d'un événement culinaire avec à la clé des conférences, des cours de cuisine, des dîners expériences et un marché gastronomique pour la promotion de l'art culinaire congolais par les producteurs alimentaires, restaurateurs et chefs cuisiniers congolais. Ce festival met en valeur tous les producteurs et artisans congolais de la scène alimentaire qui font en sorte qu'aujourd'hui on sache que le made du Congo est valorisé. Aujourd'hui la scène culinaire congolaise a des producteurs qui sont en train d'œuvrer sur toute l'étendue de la République. Employés dans la lutte contre la malnutrition et la sous-alimentation, la fondation Banazola va se charger d'apporter l'aide aux enfants démunis et désœuvrés. Se connecter avec des ONG là-bas à l'Est et oui, on va rentrer en contact avec eux pour essayer de voir comment on peut contribuer à les aider. Mais aujourd'hui, dire que Banazola, on est implanté à Goma, pas encore. On a commencé nos actions sur Kinshasa. Et on a l'ambition de s'étendre sur le territoire. Organisé avec le soutien du programme alimentaire mondial, PAM, Congo Food Week 2, à l'initiative de l'ASBEL Congolicious Foundation depuis 2020, entend faire rayonner la scène culinaire congolaise par une sécurité alimentaire garantie en RDC. En sport à présent, nous allons parler bien évidemment de l'atterrissage à la Coupe du Monde qui se joue au Qatar. Pour la première fois de l'histoire, un pays africain disputera les demi-finales. Il s'agit du Maroc qui a eu raison du Portugal en Vodacom Ligue 1. Avec club a battu Mazembe et se consolide à la première place du championnat national. On en parle dans ce panorama sportif avec Christian Bokaya qui va également certainement aborder d'autres sujets. Il me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Christian. Bonjour Christopher, merci beaucoup. On va commencer bien sûr avec la Vodacom Ligue 1, avec le derby d'hier. V-Club a finalement pu gagner le Classico congolais. Oui, le Classico congolais, puisque les vrais classiques, c'est toujours le FC Barcelone, Real Madrid. Alors il faut dire que les Dauphins Noirs ont renversé hier le Corbeau de Lubumbashi après leur belle victoire de 2-1 au stade de Martyrs de la Pentecôte. Après le match nul face au FC Renaissance du Congo, Mazembe espérait faire mieux face à V-Club. Il réussira pourtant à ouvrir le score
à la 28e minute de la partie par l'entremise d'Etienne Mayombo, bien servi par Jefté Kitambala. Il fallait attendre 10 minutes pour voir la réaction des V-Club et c'est merveille Kikasaki permettra bien évidemment aux Dauphins Noirs de revenir dans le match sur une frappe à ras de sol. Au retour des vestiaires, V-Club sera plus concentré dans le match et va marquer un deuxième but à la 55e minute grâce à Eric Kabouwa Bantou qui profite certainement d'une hésitation des Siadi Baggio pour mettre le ballon au fond de filet. Grâce à cette victoire, V-Club totalise 22 points alors que Mazembe laisse filer 7 points et concède ainsi sa toute première défaite de la saison. Éliminatoire Cannes U20, les Léopards à un pas d'une place qualificative. Oui, les Léopards U20 ont obtenu un match nul face aux Lions indomptables du Cameroun. C'était bien sûr hier au Congo-Brazzaville. Dans ce match, le Cameroun ouvrait les scores à la 44e minute par l'entremise de Bill Nsongo sur un ballon mal repoussé par le portier congolais Josué Lusamba. Adam Lianza remettra ainsi les pendules à l'heure à la 60e minute de jeu. Après la défaite face à la RCA et le match nul contre le Cameroun, les Léopards U20 iront chercher leur qualification, en tout cas ce mercredi face au Diable Rouge du Congo-Brazzaville au stade de Massamba Deba. Il faut rappeler que ce sont bien sûr les éliminatoires. Après l'édition Obama, Joe Biden convie à son tour les dirigeants africains à la Maison-Blanche pour évoquer un partenariat direct Afrique-États-Unis. Félix Tshisekedi séjourne déjà à Washington et compte certainement capitaliser ses rendez-vous pour dénoncer et réclamer justice pour la RDC actuellement agressée par le Rwanda. Les groupes armés continuent de s'aimer terreur et désolation dans la province de l'Ituri. Ce dimanche encore, lors d'un affrontement entre deux d'entre eux, 18 civils ont perdu la vie. Kinshasa est appelé à intervenir avec plus d'éléments FARDC pour assurer la sécurité dans la zone. Nous avons également parlé d'un sujet de société, le calvaire vécu à Ndjili par les habitants du quartier 8 et 9, exposés à une odeur nauséabonde au quotidien. Il s'agit des immondices vidés expressément dans les parages pour limiter les érosions. Un dossier que vous avez suivi dans ce journal. Dans notre page internationale, nous avons abordé la libération en masse des opposants au Tchad. 139 prisonniers qui avaient manifesté sur N'Djamena il y a quelques semaines ont été relâchés et disaient non à la prolongation de la transition. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.